DGA, c'est entre guillemets notre client, notre partenaire, celui qui spécifie les besoins des armées vers les industries. Donc c'est une entité avec ses ingénieurs, une expertise, un budget, une maîtrise d'ouvrage qui permet de lancer des grands programmes et de les exécuter avant de livrer les matériels aux armées. Alors ça m'inspire quelque chose d'assez simple, c'est que j'ai moi-même 60 ans, donc je me dis que j'ai l'âge de la DGA, donc c'est déjà quand même quelque chose de significatif. Deuxièmement, si je remonte le temps, donc tout début des années 60, pour Dassault Aviation, c'est la naissance du Mirage 3 et du Mirage 4, et en particulier des avions donc Mach 2, et en particulier du Mirage 4, porteur de la dissuasion nucléaire, voulu par la France, voulu par le général de Gaulle. Et je pense que ce n'est pas anodin le fait que la DGA ou la DMA, l'ancien nom de la DGA, soit née à ce moment-là. C'est bien d'une volonté politique de lancer la dissuasion nucléaire, d'affirmer la souveraineté française en matière de défense et de politique extérieure, les deux sont liés, qui fait que ces années-là ont été cruciales pour la naissance de la DGA, pour l'industrie de défense, donc Dassault Aviation, avec un triptyque toujours très intéressant, des militaires, qui sont l'expression du besoin opérationnel, comment ils feront la mission, la DGA et les ingénieurs de l'armement qui définissent ce besoin en des termes de spécifications techniques, et des industriels dont un prend le leadership, Dassault Aviation par exemple pour le Mirage 4, qui à ce moment-là apporte son bureau d'études, sa capacité à produire des avions pour répondre à ces besoins-là. Alors j'ai tendance à dire que si on doit savoir d'où on vient, donc le Mirage 4 pour nous, et je dirais sûrement pour la DGA aussi, est un programme très important, comme l'ont été les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, donc porter la dissuasion nucléaire. L'actualité des 30 dernières années, pour nous, c'est le Rafale. Le Rafale, on peut dire aujourd'hui que c'est une réussite opérationnelle aux mains des forces armées françaises. Donc la livraison des avions a été faite et les armées, en retour d'expérience, sont tout à fait satisfaites de cet avion, ce qui n'était pas forcément évident, puisque c'était un avion qui devait remplacer tous les types d'avions pour des raisons déjà budgétaires. Ça a pris du temps, mais maintenant c'est opérationnel. La réussite de l'export, qui est consubstantielle des programmes français. Il faut absolument réussir l'export à côté de réussir les programmes français. C'est fait avec le Rafale pour les premiers contrats Rafale qui sont tombés, et on l'espère encore de nombreux autres. C'est une réussite budgétaire puisque nous sommes restés dans les enveloppes budgétaires qui avaient été fixées il y a bien longtemps. Donc en réalité c'est un programme qui doit être réellement étudié dans les écoles de management comme étant une réussite. Et cette réussite, on le doit à cette équipe France, faite des armées, de la DGA et des industriels dont Dassault, avec bien sûr la volonté politique de faire et de faire faire. Oui, je crois que entre le Mirage 4 justement et le Rafale, quand j'ai été embauché chez Dassault il y a déjà de ça longtemps, en 1984, j'ai travaillé pendant un certain temps sur le Mirage 4, donc entre guillemets un ancêtre. J'ai aussi travaillé sur l'Atlantique, là aussi un ancêtre. L'Atlantique est devenu l'Atlantique 2, dont la modernisation s'est faite récemment, et ça c'est important. Mais quand j'ai travaillé avec le Mirage 4, en fait, on travaillait la main à la main avec un ingénieur de l'armement dans la vie de tous les jours. Donc on était comme dans une famille, souvent pas d'accord, mais à la fin on arrivait à trouver des équilibres qui permettaient quand même, avec respect, de trouver les bonnes solutions pour répondre favorablement aux états-majors, et tout ça en restant dans la contrainte budgétaire. Alors projeter la DGA dans les 60 dernières années, on a vu le Mirage 4 à l'origine de tout, je dirais presque. Mirage 4 avec ses armements SNLE, on a vu l'actualité du jour, par exemple le Rafale. Le futur, je pense qu'il y a deux axes principaux qui sont à prendre en compte. Le premier, c'est la coopération européenne. Donc on a devant nous une feuille de route de l'aviation de combat du futur importante, en coopération avec l'Allemagne et l'Espagne.
Se pose donc toujours la question de savoir comment on fait un programme de manière efficace à plusieurs. Donc le rôle du maître d'ouvrage, qui devient le maître d'ouvrage? La DGA en France pour les programmes français est maître d'ouvrage. Donc le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, qui doit être un industriel qui porte pour le compte du maître d'ouvrage la responsabilité de faire travailler l'équipe industrielle. Donc ça, on l'a vraiment devant nous. Au-delà des enjeux opérationnels, on va faire un futur avion de combat, on va faire un futur système d'avions de combat connectés qui doit remplir les besoins que nous devons imaginer tous ensemble comme étant les besoins des 30, 40, 50 ans, années à venir. Donc je pense que là, la DGA a ce rôle à jouer avec nous, les industriels, pour prévoir ce futur et donc prendre en compte la technologie, et prendre en compte les contraintes programmatiques que sont faire un outil performant, faire un équipement performant au service des armées dans un budget toujours contraint. Le deuxième point, c'est le numérique. Nous ne pouvons pas concevoir aujourd'hui les 60 années à venir sans pensée numérique. Donc il faut qu'on se mette bien d'accord sur les plateformes numériques qui vont porter tous ces programmes. C'est de plus en plus fait dans le domaine aéronautique civil. Il faut absolument que dans le domaine de la défense, on puisse avoir ces plateformes qui ont été développées dans le domaine civil et qui soient d'une certaine manière indépendantes des plateformes américaines, donc des plateformes plus européennes, voire françaises, qui portent justement la capacité de tous les industriels, des services de l'État et même des armées de travailler sur des plateformes numériques sécurisées, car on sait que la cyber va devenir de plus en plus un sujet de préoccupation et d'importance. Et donc ça, c'est un deuxième enjeu fondamental pour les services de l'État. Je crois qu'il faut souhaiter à la DGA pour les années qui viennent de, en premier lieu, garder sa compétence technique. Je pense que la DGA n'existe pas si elle ne préserve pas une certaine compétence technique. Compétence technique qui ne doit pas se substituer aux compétences des industriels, mais qui doit permettre de la comprendre, de l'accompagner et même de la prévoir pour le futur. Donc il est fondamental qu'elle préserve cette capacité technique. Il ne faut absolument pas que la DGA devienne exclusivement une agence d'achat qui ne comprend rien à la technique et qui ne fait que du budgétaire. Il faut faire attention à ne pas toujours écouter la tyrannie budgétaire qu'on pourrait nous imposer, et on sait d'où ça vient. Il faut pouvoir résister, ce qui ne veut pas dire qu'on ne travaille pas sous contrainte budgétaire, bien sûr qu'on travaille sous contrainte budgétaire, mais avec cette capacité technique. Et donc ça, c'est la première recommandation. La deuxième recommandation, c'est que dans le domaine de l'armement, on ne peut pas réfléchir, étudier, préparer sans voir le long terme. Si on raisonne court terme, on ne fait rien. On achète sur étagère à des puissances étrangères. Si on veut préserver la souveraineté, il faut faire de la technologie, l'essayer, donc faire une politique de démonstrateur, et puis ensuite lancer des programmes, qu'ils soient des programmes franco-français ou des programmes en coopération européenne. Il est fondamental de pouvoir préserver ce futur sur du long terme. Donc toujours raisonner long terme. La loi de programmation militaire qui, d'une certaine manière, descend des premières programmations 60-65, 1965-1970. Maintenant, elles ont été un petit peu allongées. La loi de programmation militaire est un très bon outil qui permet de travailler sur un certain nombre d'années. Il faut encore voir plus loin. Quand on était jeune avec la DGA, on avait ce qu'on appelait le PP30, c'est-à-dire qu'on regardait sur les 30 ans à venir ce qu'on devait faire. Je crois que cette vision à 30 ans est absolument nécessaire pour savoir ce qu'on doit faire aujourd'hui.